Ethan, did you make it? Are you okay? Mission Impossible Dead Reckoning. Tickets on sale now. Salut à tous, ici Charlie King et comme vous pouvez bien voir, je ne suis pas vraiment dans mon milieu habituel pour faire une petite critique ciné. Oui, là en ce moment je suis dans ma voiture parce que je suis tellement trop occupé que je n'ai pas eu trop le temps de faire une petite critique chez moi. Alors du coup je me suis dit, allez tant pis, j'amène pratiquement mon matos et je vais faire ma petite critique ciné ici dans ma voiture. Donc ce sera une petite vlog, un vlog cars, voilà. Un petit vlog en bagnole. Et puis bien sûr le film que je vais vous parler, c'est bien sûr le film qui est bien sûr une suite d'une licence très connue. Je parle bien sûr de Mission Impossible 8 qui s'appelle aussi Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Parce que oui, c'est une partie 1 parce qu'il va y avoir une partie 2 après. C'est logique. Et qui est réalisé par... je me rappelle plus le nom de réalisateur, je crois que c'était James McCreary. Enfin, je sais pas si son nom c'est James, mais son nom c'est McCreary. Avec en vedette Tom Cruise, Ellie Atwell, Vince, je me rappelle plus le nom de l'acteur qui joue Luther, pardon. Ensuite Simon Pence et Vanessa Kirby. Voilà. Et bien sûr, avant que je raconte l'histoire, est-ce que vous me demandez, est-ce que j'ai vu au moins toute la saga Mission Impossible avant d'avoir vu celui-ci? Parce que j'avais vu que quelques youtubeurs n'ont pas vu ce film avant, n'ont pas vu tous les autres films avant de voir celui-ci. Alors moi, la réponse est bien sûr oui, j'ai vu toutes les Missions Impossibles depuis ma jeunesse. J'ai vu déjà le premier Mission Impossible depuis mon enfance et après j'ai grandi un peu avec la suite et franchement, j'ai trouvé que cette licence continue à tenir le rythme quand même, parce que c'est un rythme qui est... Moi, j'ai trouvé que ce film, en moi, il perd pas trop la main, malgré que je sens que bien sûr que chaque film a été réalisé par des réalisateurs différents, parce qu'on savait que le premier Mission Impossible a été réalisé par Brian De Palma, qui bien sûr était différent parce que vu que celui-ci, c'était pas... Vu que ce film c'était pas vraiment un film où il y avait des grosses scènes d'action, pas de cascade, pas de fusillade ni tout, mais au moins le film on ne s'ennuie pas parce que je trouve que Brian De Palma, évidemment Brian De Palma, lui s'il veut faire de la mise en scène qui s'ennuie pas, bien sûr faut compter sur lui. Après bien sûr le Mission Impossible 2 qui était réalisé par John Woo. Alors bien sûr John Woo, lui c'est bien sûr l'opposé de Brian De Palma parce que pour raconter son histoire il faudrait qu'il fasse des scènes d'action. Et franchement ça s'accroche un petit peu. Et ensuite le troisième qui était réalisé par J.J. Abrams, c'est un peu différent aussi, déjà qu'on reconnaît un petit peu la patte de J.J. Abrams. Ensuite le quatrième qui était réalisé par John Burns, comme ça qu'il s'appelle, c'était quelqu'un qui était habitué à faire des films d'animation comme il avait fait les films Toy Story. Je me rappelle plus si c'était lui qui a fait Toy Story. Non, les Indestructibles je crois qu'il avait fait. Ensuite, après malheureusement les autres réalisateurs qui ont suivi après, je ne sais plus trop qui c'était, ceux qui ont fait le 5 et le 6. Voilà. Après, si vous voulez savoir qui était mon préféré dans toutes les licences, bien sûr moi mon préféré restera toujours le premier. Après c'est toujours logique, à chaque fois qu'on dit quel est le meilleur de tous, on va toujours se citer que c'est le premier. Mais si je dois retirer le premier film du contexte de ma liste, du coup je vais dire quel est mon préféré de toute la licence. Je dirais peut-être le 4 qui s'appelle Protocole Fantôme. Parce que je trouvais que le quatrième il était vachement pas mal, que j'ai beaucoup aimé. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Mais maintenant je vais repoursuivre avec le film que je vais vous parler aujourd'hui de Mission Impossible Dead Reckoning. Alors déjà l'histoire du film, qu'est-ce que ça raconte? C'est bien sûr Ethan Hunt qui est toujours membre de l'équipe Mission Impossible. Et dans sa mission c'est de récupérer deux clés qui bien sûr qui permettent que celui qui possède les deux clés pourrait être celui qui pourra contrôler une espèce d'intelligence artificielle, des trucs électroniques quoi. On sait que déjà que tout le film, bien sûr ce sera pas du spoil, mais qu'on sait que tout le film va se tourner sur de l'intelligence artificielle, ça en effet. Et voilà, en gros c'est deux clés qui servent en fait à prendre le contrôle d'une intelligence artificielle que je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est... il a un nom cette intelligence artificielle, mais désolé j'ai complètement oublié le nom, mais on va l'appeler intelligence artificielle, mais je suis désolé.
Alors, du coup, qu'est-ce que je peux penser de ce film? Bah, encore, je vais trouver que le film, il est toujours bon. Voilà, franchement, j'ai quand même assez bien aimé le film. En moi, c'est un film qu'on ne s'ennuie pas. Franchement, il y a pas beaucoup de scènes où on s'ennuie beaucoup dans ce film. C'est ce que je trouve. Après, je veux dire, est-ce que c'est vraiment le meilleur de la licence? Je ne pense pas non plus. Après, ce que j'avais dû sentir dans ce film, c'est que j'ai l'impression que le film est en train de repomper un peu les clins d'œil avec les anciens là. Parce que j'ai l'impression qu'aussi la façon comment ça a été réalisé, j'ai l'impression que ça a été un peu réalisé à l'ancienne, quoi. On a l'impression que bah, comment citer vachement là, bah, par exemple, si on peut citer des clins d'œil aux anciens films, comme par exemple on a Tom Cruise qui commence un peu à genre à flirter et même faire équipe avec une personne qui s'appelle Grace, qui est jouée par Vanessa Kirby. Non, pas, c'est pas Vanessa Kirby, c'est Ali Outwell, pardon. Et qui est bien sûr dans son personnage était un voleur, bah, un peu comme le personnage de, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, la femme dans Mission Impossible 2 là, qui était bien sûr le Love is Prince de Tom Cruise dans le deuxième Mission Impossible. Bah, pareil, c'était une voleuse. Et bien sûr, je vais pas spoiler la fin parce que là j'étais obligé de dire aussi le clin d'œil bien sûr au premier Mission Impossible qui se passe à la fin, mais voilà. Et bien sûr, on a aussi on a le retour d'un personnage qui s'appelle Kittredge, qui si vous vous souvenez pas de ce personnage, c'est bien sûr qui était le chef de la CIA qu'on voyait dans le premier Mission Impossible. Et là, dans ce film, 30 ans après, bah, il fait son retour. Scénaristiquement, je veux dire que le scénario, c'est pas trop compliqué à chercher, franchement, parce que on comprend très vite ce que ça raconte. C'est juste Ethan Hunt qui doit retrouver deux clés, et voilà, c'est facile à comprendre. Après, je sais, il y a beaucoup trop d'histoires qui servent à raconter sur l'intelligence artificielle. Moi, après, c'était un peu trop compliqué pour moi de savoir, mais comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle et tout ça. Parce qu'il y a des moments, je me suis dit, même ceux qui font le film ne savent pas trop ce que c'est vraiment une intelligence artificielle. Parce que je me suis dit, il y avait pas mal de films que je connaissais, comme du Matrix ou même 2001 Odyssée de l'espace. 2001 Odyssée de l'espace qui est quand même un vieux film qui a plus de 40 ans là, même lui a dû comprendre ce que c'est une intelligence artificielle, alors que là on a l'impression que celui-ci comprend un petit peu moins comment ça fonctionne. C'est ce que je trouve personnellement. Après, j'ai trouvé que en fait le scénario il avance aussi un petit peu avec les cascades. Encore, je vais dire que il y a certains moments où les cascades ne servent pas trop à avancer au scénario. Après, moi personnellement, ça me dérange pas tant que la mise en scène ça tient en bouche, mais c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de cascades qui finalement ne servent pas trop à grand chose au niveau du scénario. Voilà. Après, bon, je vais tout raconter à la suite dans la partie spoil, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben, niveau des acteurs, ben, je trouve que on voit bien que Tom Cruise, lui, il fait toujours le café, mais après, je trouve que sa prestation ne fait pas non plus tout le temps les miracles, mais au moins on voit bien que c'est quelqu'un qui a l'air toujours d'être content d'être là, bah, qui veut aussi montrer qu'il fait des cascades lui-même. Voilà, ils veulent toujours. Il y a des fois la réalisation vient bien nous montrer devant nous bien nous faire des plans pour nous montrer que c'est bien Tom Cruise qui fait sa cascade et tout. Et ça, oui, c'est pas mal. Après niveau cascade, c'est sûr. Ouais, non, je vais raconter ça à la partie spoil. Après les autres acteurs, bah, on va dire que ça va. Il y en a pas certains qui ont mal joué, c'est sûr. Après, ouais, il y avait le méchant là qui s'appelle Gabriel. Là. Ouais, ça va, le méchant là, je me rappelle plus comment s'appelle l'acteur, mais qui joue le personnage de Gabriel, qui est bien sûr un personnage qui est bien sûr une vieille connaissance de Ethan Hunt avant que ce dernier intègre l'équipe Mission Impossible. Voilà, ça c'est une nouvelle histoire qui a été intégrée là-dessus. Et qui s'appelle Gabriel, voilà, bah, un peu comme pratiquement 70% des méchants qui s'appellent Gabriel. Bon, là j'ai plus grand chose à raconter sur la partie no spoil, mais du coup je vais vous parler un petit peu à la partie spoil. Ethan, did you make it? Are you okay? Mission Impossible Dead Reckoning. Tickets on sale now. Voilà, du coup on est sur la partie spoil. Bon, du coup si vous n'avez pas vu le reste, bah, si vous n'avez pas encore vu le film, bah, arrêtez-vous là-dessus, ou alors vous en fichez un peu d'être spoilé. Alors attention, vous êtes prévenus. Alors je parlais bien sûr niveau des cascades, bah, bien sûr il y a
Déjà, premièrement, il y a bien sûr, là on voit bien que Tom Cruise fait ses propres cascades, c'est celle où il y a des cascades automobiles, comme par exemple, il y a une course-poursuite qui se passe dans une ville d'Italie, mais je sais plus si c'est à Rome ou à Venise. Je crois que c'est Venise, si je me trompe pas. Il y a au moins une course-poursuite qui est franchement, il est assez bien fait, je trouve. Surtout que là, ils ont bien fait en sorte de bien retenir une bagnole que bien sûr une bagnole qu'ils sont en train de conduire, parce que je crois qu'il y avait une espèce de petit running gag comme quoi qu'ils ont trouvé une espèce de clé qui permet d'accéder à une nouvelle bagnole qui, bien sûr, au départ on croyait que ça aurait été une espèce de grosse bagnole high-tech ou une voiture de sport, mais non, finalement ils ont trouvé que ce petit appareil faisait juste faire ouvrir en fait une petite bagnole jaune, voilà, de rien du tout. Je crois que c'était une Fiat 300 là, si je m'en souviens pas. Voilà, franchement j'ai trouvé que la course poursuite était pas mal, hein. Contrairement au Indiana Jones qui, je vous rappelais si vous avez déjà vu ma critique sur Indiana Jones, que là-dessus il y avait 4 courses poursuites qui étaient tous chiants, alors tandis que dans Mission Impossible il y en a au moins une et elle était marquante. Et après, ouais, comme j'ai dit, il y avait certains cascades qui ne servaient pas trop à grand chose là, comme par exemple... comme par exemple, par exemple, celle qu'on voit bien sûr dans la bande-annonce, c'est celle où Tom Cruise fait une chute libre en moto sur une falaise et pour qu'après il ouvre un parachute. Et bien sûr, ce truc-là servait en fait pour qu'il accède au train. Parce que le gros problème, c'est que si vous avez bien sûr vu le film, c'est que à la base, lui et Grace, ils devaient s'infiltrer en portant les masques des protagonistes que je me rappelle plus des noms là, qui bien sûr qu'on les a déjà vus dans Mission Impossible Fallout, le film précédent. Et que malheureusement il y a le masque de Ethan qui bien sûr n'a pas pu être terminé à temps parce que la machine s'est pétée. Et alors du coup voilà, ils ont fait un changement de plan, c'est juste voilà, Grace va s'infiltrer tout seul avec son masque et tout, tandis que Tom Cruise lui ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre une moto et essayer de rattraper, de monter l'entrain en pleine course. Alors que franchement il y a des fois on se dit ça sert trop à rien parce que en fait il aurait pu avoir un plan B, c'est-à-dire qu'il pouvait déjà s'infiltrer dans le train avant qu'il se mette en marche. Parce que je disais mais qu'est-ce qui l'empêche en fait de monter quand même dans le train là, ça veut dire je veux dire c'est bon, il n'y a pas tout le monde qui te recherche dans le train, tu sais déjà que le train il est grand et tout. En gros, tu aurais pu t'infiltrer tout de suite dans le train avant qu'il se mette en marche, mais non, on a ajouté le truc, il doit le rattraper en moto juste pour faire de la poudre aux yeux à la cascade de la falaise. Après, oui, il y a eu aussi un moment dans lequel Ethan était sur un dilemme pour choisir lequel des deux femmes protagonistes allait mourir, c'est-à-dire Isa et Grace. Par exemple, il devra choisir l'une dans laquelle il a l'air de commencer à tomber amoureux et qu'il l'a connue depuis 5 ans et nous, bien sûr, spectateurs, on l'a connue dans les 2 films précédents. Ou soit choisir cette voleuse qu'il a connue depuis genre hier, voilà. Et du coup, bien sûr, il n'a pas fait de choix, il a voulu que les deux soient sauvés, mais évidemment, vu que le personnage de Gabriel, le méchant principal, il arrive à calculer tous ses plans d'un seul coup, ça veut dire qu'il échoue jamais dans un seul plan et bien sûr il arrivera à atteindre son but et surtout grâce aussi à cette intelligence artificielle qu'on en parle bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le cœur du film était l'intelligence artificielle et qu'à la fin ouais, Gabriel tue finalement Isa et voilà, bon bah du coup le personnage qu'on a connu dans les 2 films précédents, bah, finalement elle meurt dans celui-ci. Voilà, c'est triste. Après, je trouve qu'il y a aussi un scénario où c'est de la facilité parce que je trouve qu'il y a des fois, il y a eu un scénario où c'est le pif, la chance, le hasard, n'importe quoi. Il y en a quelques-unes dans ce film, mais je trouve que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de la fin dans le train là. Oui, parce que comme dans le clin d'œil au premier Mission Impossible, ça veut dire que le final se passe sur un train. Bon, sauf que celui-ci, ça se passe sur un train locomotive au lieu d'être un TGV. Alors voilà, je parle de la scène de la chance, c'est celle où Grace, une fois qu'elle avait réussi à récupérer les 2 clés, finalement elle se fera rattraper par les 2 hommes de cette femme qu'on voit dans Fallout, que je me rappelle toujours pas son nom. Et surtout, bien sûr, ça se passe juste après que Ethan a réussi à sauter de la falaise et ensuite ouvrir son parachute pour essayer d'atterrir sur le train. Là, en fait, il y avait Grace qui manquait d'aller se faire tuer par l'un des 2 hommes. Et là,
je sais pas pourquoi, mais purement de la chance, le pif, le hasard, n'importe quoi, ben, Ethan arrive des fenêtres et arrive à assommer le mec qui manquait de tuer Grace. Comme ça, en fait, parmi tous les compartiments que Ethan pouvait atterrir, là, il atterrit exactement là où le mec se trouve, le mec qui était qui était sur le point de tuer Grace était là, juste à son point, là où il devait atterrir sur la fenêtre. Là, je disais, mais là, c'est franchement le truc le plus facile, le scénario le plus facile à faire. Là, c'est comme je vous dis, des fois, le scénario, des fois, c'est un scénario de facilité, de cascade, tout ça, de la poudre aux yeux, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était marquant? Ah oui, le final, là. Ah oui, le méchant. Il y avait un moment, le méchant, il nous a fait bien rire, là. C'était... Mais c'est bien sûr, c'est la fin où il a perdu finalement sa clé, là. C'est que en fait, voilà, le méchant, il a réussi finalement à s'enfuir. Et bien sûr, on croyait que tous, au départ, qu'il a réussi à s'enfuir avec la clé. Mais sauf que bien sûr, on découvre que juste après que Ethan lui a réussi à dérober la clé. Et du coup, dans la scène où le Gabriel était en train de sortir de sa poche le machin qui est supposé être sa clé, ben, finalement c'était le briquet de Ethan. Là, il y a eu un moment de silence. Et là, t'avais le méchant. T'avais le méchant qui commençait à s'énerver en criant Ethan. Ouais. Là, c'est ça, il nous a fait le... Je crois qu'il nous a fait le Murdoch dans la série MacGyver, là. Vous savez, le Murdoch qui était un peu le méchant principal de la série MacGyver et que à chaque fois que MacGyver le bat, ben en fait, Murdoch il disparaît en criant MacGyver. Ouais. Non mais là, c'était... Ah non, il n'y a pas que du Murdoch. Attends, je crois qu'il aurait pu faire du... Attends, il y a un autre film qui fait ce genre de truc, c'est quoi? Ah oui, Star Trek, Star Trek 2, la colère de Khan, là. Oui, il y a aussi la même chose avec William Shatner qui se met à crier Khan, qui est devenu un truc culte de ce film. Ouais, parce que franchement, ça m'a fait marrer, là. C'est le genre de... l'espèce de méchant de James Bond ou n'importe quoi, là. Bon, qui se met à crier genre Ethan comme ça. Parce que déjà que aussi c'est la première fois dans ce film qu'on voit ce personnage Gabriel être énervé, parce que depuis tout ce film on voyait que c'était quelqu'un qui était toujours souriant, sûr de lui, tout ça. Ouais, c'était le mec qui était toujours sûr de lui, qui réussissait toujours ses plans. Bien sûr, ouais, dans tout ce film il réussissait toujours ses plans, il n'y avait pas une seule fois où il échoue. Et bien sûr, c'est le moment où il est en colère, c'est bien sûr le seul moment où il échoue dans le film, c'est celle où finalement il n'a pas réussi à s'échapper avec la clé. Voilà, le seul moment où il est en colère, c'est le moment où c'est le moment qui a l'air très rigolo là. Voilà. Et après, bien sûr, tu avais aussi ce final dans lequel, bien sûr, il y avait le pont du train qui se fait détruire, mais heureusement, ils arrivent quand même à détacher le locomotive du train histoire de faire arrêter le train. Mais bien sûr, il y avait quand même le train qui continuait un tout petit peu sa course juste au bord. Et que bien sûr, il y a quand même les premiers compartiments qui commençaient à chuter. Et bien sûr qu'il y avait Ethan et Grace qui étaient toujours sur les premiers compartiments. Alors du coup, c'est bien sûr, on a eu bien sûr cette espèce d'échappatoire dans laquelle... cette espèce d'échappatoire qui est bien sûr un clin d'œil qui rappelle un petit peu le clin d'œil à Uncharted 2. Parce que ouais, dans Uncharted 2, il y a aussi ce moment culte dans lequel tu avais Nathan Drake qui essayait d'escalader un train qui était suspendu au vide. Et du coup, il essaie d'escalader les compartiments pour essayer de s'en sortir. Bah là, c'est à peu près la même chose dans le final. Voilà. Ouais, franchement, ouais, non, même dans le final où ils essaient de s'échapper des compartiments, là, c'était assez le culte, hein, parce que là, à un moment, on demandait si ça allait être fini, parce qu'on se dit, ça y est, ils ont traversé un compartiment, c'est pas fini, il en reste un deuxième à escalader. Et non, le troisième, c'était pas fini, alors on croyait que c'était fini, mais non, il en reste encore un troisième. Et là, on se dit, ça y est, ils ont traversé le troisième, du coup, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Non, ça y est, il reste encore un quatrième à escalader. Waouh, on disait, ouais, putain, c'est pas fini, hein. Non, je pense que si je me rappelle bien, ils ont juste... il suffit d'escalader 4 compartiments pour qu'ils arrivent à s'échapper. Voilà. Après, bien sûr, j'ai pas... Oui, après, j'ai plus grand chose à dire. Ah oui, bien sûr... Après, pour les autres acteurs, ouais. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi l'actrice française... que je me rappelle plus non plus de son nom, je suis désolé, mais qui est bien sûr l'actrice française qui est connue pour... qui est connu pour avoir joué Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, bah du coup,
Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je peux vous conseiller d'aller voir ce film Mission Impossible? Oui, forcément. Si vous êtes aussi fan de la licence Mission Impossible, allez-y, foncez le voir. Malgré qu'il a un scénario un petit peu trop James Bond. Ouais, je vais dire un petit peu James Bond. Bon, c'est sûr que je trouve que Mission Impossible et James Bond c'est un peu différent, mais je trouve que c'est un peu trop proche du James Bond là. Mais surtout le scénario sur de l'intelligence artificielle, j'ai trouvé que c'était un peu trop scénario facile là. Ouais. Mais en tout cas, ça vaut quand même le coup pour voir au moins les cascades. Au moins, les cascades sont impressionnantes et on s'ennuie pas beaucoup dans ce film. Voilà. Du coup, vous n'hésitez pas à me raconter en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à liker, vous abonner et même de partager cette vidéo. Et puis, d'ici là, je vous dis à plus. Sayonara et ciao!